L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Si vous regardez toutes ces irrégularités, la loi dit que la CENI doit aller vers les électeurs, les retrouver où qu'ils soient, leur permettre de se faire enrôler. Mais le fichier électoral qui est en gestation ne peut produire qu'une catastrophe à l'état actuel. Parce que je dois vous l'avouer, le cas des mineurs, c'est un problème majeur. Le cas d'enrôlement multiple, c'est un problème majeur, le dédoublonnage. Les grandes gueules. C'est un majeur. Et nous voulons d'abord, qu'est-ce que nous demandons? Et ça dès le premier jour. Non, vous savez, il y a quand même l'exigence de temps aussi. Mais vous savez, dès le départ, les premiers jours, le cas d'enrôlement des mineurs a été connu par même le plus profane des observateurs de cette situation. Le cas d'enrôlement de mineurs, le cas de doublons, tout ceci avait déjà été évoqué. Tout à fait. Mais la question... N'estimez pas qu'au sein de la CENI, on ne travaille pas là-dessus. Le cas des mineurs, la façon que ça a été déclaré, la CENI n'a pas été saisie directement. C'est à travers les réseaux sociaux. D'abord, on a découvert les premières images. Écoutez, à ce niveau. S'il te plaît, c'est important ce que je vais préciser là. Ouais. On a découvert, ou bien on a été interpellé sur les réseaux sociaux. Automatiquement, certains commissaires ont ouvert le débat sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a des cartes qui fonctionnent, il y a des démembrements de la CENI en fonction. Attendez, j'y reviens. J'en reviens. C'est vrai qu'au niveau des cadres, vous avez des représentants des en effet. politiques, vous avez des observateurs, mais aussi vous avez des responsables de la CENI qui relèvent des démembrements de la CENI, parce que ce sont des responsables de CSP qui président les CAR. En effet. Très bien. Maintenant, quelle que soit l'avancée technologique, parce que beaucoup me condamnent un peu pour ce que j'ai dit de la solution que nous avons présentée. Quelle que soit l'avancée technologique, on ne peut pas empêcher un opérateur véreux sur le terrain en complicité avec certains membres de KL de faire enrôler un mineur. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs localités. Certainement. Une fraude généralisée. Mais comment vous expliquez à l'opinion qu'il y a des représentants à la fois de la mouvance et de l'opposition dans les CARL, qu'il y a des représentants de l'opposition, et d'ailleurs en majorité, et dans les démembrements de la CENI... Je viens de vous dire que c'est en complicité avec certains agents véreux. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu tout ce silence, niveau institutionnel, parce que tout simplement, par endroit, il y a des endroits véreux, des cadres véreux, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Mais pire, justement, je vais embrayer là-dessus. Pire, l'opposition, à un moment donné, a demandé à la CENI d'arrêter le processus, l'évaluer avant de continuer. Vous étiez à la CENI et à ce moment-là, on s'attendait logiquement à entendre les commissaires que vous êtes dire, eh bien, c'est vrai, il y a des problèmes, c'est le moment peut-être de faire une pause et d'évaluer ce processus-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais c'est pour cela que je suis là. Des dizaines de milliards, entre-temps, sont partis en fumée. Non, pas du tout. Parce que nous avons toujours l'opportunité d'évaluer le fichier électoral en phase de conception. Non, pas du tout. Allez-y, Moussa Moïse, là. Allez-y, Moussa. Moi, j'ai assez mal au cœur lorsque l'on joue avec les fonds publics de cette manière. Une élection, je ne vous apprends rien, c'est beaucoup d'argent. Ça coûte énormément cher pour des résultats que nous connaissons déjà. Mais ce qui m'étonne, c'est que on fait croire à l'opinion que quand on parle de dysfonctionnement, d'irrégularité, tout cela repose sur la tête du président de la CENI. Alors que nous avons une CENI à l'image de la classe politique guinéenne, en tout cas de ceux qui tiennent un peu qui occupent la plus grande place. Vous avez des commissaires qui se sont retirés du processus, qui ont été en mission à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, superviser justement ce processus d'enrôlement. Vous avez des représentants de l'opposition qui étaient au sein de ces cadres. Mais au-delà de tout, la loi même permet aux différents responsables des partis politiques de porter plainte, de pouvoir signaler ces cas d'enrôlement de mineurs. Mais aucune plainte n'a été déposée. De la CENI, mon cher ami. Mais c'est extraordinaire. J'essaie de comprendre parce que je ne trouve pas de réponse. Vous n'avez pas, au-delà de ces rumeurs sur les réseaux sociaux, des photos que vous avez reçues, vous-même en tant que commissaire, vous avez attendu... Mais je viens de vous le dire. Non, mais vous avez attendu que le processus Non, pas du tout. Je viens de vous le dire qu'au sein de la CENI, des commissaires ont interpellé directement le président de la CENI. D'accord? Il est question maintenant d'aller dans le sens d'une investigation, parce que c'est ça la logique des choses. D'accord. On mène des investigations sur le terrain et on détermine la véracité des faits.
S'il s'avère qu'il y a des enregistrements de mineurs, qu'on prenne des dispositions pour sanctionner d'abord les membres de KR ou les responsables des démembrements qui sont responsables de la chose. Aucune enquête n'a été menée par la Commission électorale nationale indépendante au-delà des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. Je m'exprime. À ma connaissance, en tant que commissaire de la CENI et directeur adjoint du département fichier, aucune investigation n'a été menée et le rapport me présenté ou en plénière ou devant même une commission restreinte de la CENI. Aucune investigation n'a été menée. D'ailleurs, la source de notre frustration, d'accord, si des accusations aussi graves sont faites par rapport au fichier électoral, avec l'enregistrement des mineurs, le minimum des choses, c'est d'ouvrir une enquête au sein de l'institution même. Est-ce que vous l'avez demandé en plénière? Nous l'avons demandé. Est-ce que vous avez demandé ça en plénière? D'abord, la plénière. Il n'y a jamais eu de plénière depuis le début des opérations. Ça, je vous l'informe. Il n'y a pas eu de plénière. D'accord? Il y a certains Vous étiez sur le terrain, c'est normal. Les grandes gueules. Les commissaires étaient en mission, mais nous nous sommes retrouvés vers la phase de finalisation des opérations. Et c'est à ce moment que nous avons sollicité qu'il y ait au moins une plénière pour évaluer ou pour avoir les statistiques, les données, les évaluer pour prendre des décisions. Quoi faire de ces résultats? Ce qui n'a pas été fait. D'où la frustration d'ailleurs de ces commissaires qui, à travers les médias, d'abord, je reviens un peu au président de la CENI. Comme vous le dites, nous ne voulons pas mettre tout sur la tête du président de la CENI. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais en tant que premier responsable de l'institution, il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, c'est quoi? C'est de mettre ensemble les commissaires parce que les élections ne l'engagent pas tous seuls. Les élections engagent tous les commissaires qui sont là. Nous sommes tenus responsables de ces élections. Une question, une pression par rapport au président de la CENI. D'accord. Il a dit lors de sa dernière sortie médiatique que le matériel est tellement performant que s'il y a des doublons, s'il y a des mineurs, le système peut les rejeter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous Écoutez, qui êtes expert informatique. Pour le moment, Oui. à ma connaissance, le logiciel pour l'identification faciale et analyse faciale pour déterminer l'âge n'est pas encore acquis. C'est pas encore acquis? C'est pas encore acquis. D'accord? Donc on nous a menti là parce que... Écoutez, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. D'abord, revenons à cette fameuse conférence de presse, là où le président a fait cette annonce. Cette conférence de presse, nous avons été saisis à 10h. Et la conférence de presse était convoquée à 10h30. Nous avons demandé au président de la CENI de se rencontrer avant la conférence de presse. C'est ça la logique. Si vous avez des données ou si vous avez des décisions à prendre, analysons d'abord les faits sur le terrain avant de prendre une décision. C'est ce que nous avons demandé. Le président de la CENI n'a pas obtempéré, il n'a pas voulu qu'il y ait une rencontre. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas nous associer ou vous accompagner à une conférence de presse. D'abord, nous n'avons pas le contenu. Nous ne savons pas de quoi on va parler. On ne sait pas quelle est la décision prise. Donc, le minimum, c'était d'abord de nous consulter, demander au commissaire, parce que vous êtes engagé au même titre que lui. Donc, si on ne nous a pas informés, nous sommes dit que nous ne nous associons pas. Maintenant, lors de la conférence de presse, des révélations ont été faites. On nous informe que le logiciel est déjà acquis. Moi, la dernière information que j'ai, nous étions en consultation avec l'entreprise. Nous avons demandé à l'entreprise, est-ce que le logiciel existe? Ça date de quand? Ça, c'est peut-être il y a 3 ou 4 semaines de cela, avant le démarrage des opérations. L'entreprise nous informe, le logiciel existe, mais il n'est pas exact. Ça veut dire, ça détermine un intervalle d'âge. C'est-à-dire, plus vous êtes proche de 18 ans, plus le pourcentage d'exactitude est faible. Plus vous êtes loin, plus c'est exact. Ça va de 50% et ça descend jusqu'au niveau... En clair, c'est pas tout à fait fiable. C'est pas 100%. D'où l'implication humaine. D'accord. Vous faites l'adjudication à travers la comparaison faciale et à travers les données que vous avez en main. Mais vous savez quand même que ce qui vous frustre aussi, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette rallonge. Il n'a pas accepté de bouger d'un iota sur le délai. Mais vous savez que rallonge signifie également rallonge du budget. Et vous n'en avez pas. Si vous mettez 2 jours, 3 jours de plus dans le processus d'enrôlement, vous devez également conséquemment mettre le budget qui y va. La question n'est pas de savoir est-ce que... Sans oublier que ça peut jouer sur le calendrier général. Et ça peut provoquer peut-être un glissement du calendrier, donc un report des élections. C'est pas ça notre objectif. Nous, c'est pas de savoir est-ce que il faut reporter les élections ou pas. C'est pas ça notre objectif. Une fois encore, j'ai dit, il faut un minimum de rigueur dans ce que nous faisons. C'est tout comme ça, Fatou Kara. Vous comprenez? Quand vous dites que ce n'est pas votre objectif de faire tenir les élections. Non. Pourquoi je le dis? Pour moi, toute décision
qui doit avoir un impact sur la date, il faut analyser les chiffres, il faut analyser les données du terrain. Ouais. Et je suis dans votre bureau, dans votre studio. C'est votre bureau, mais j'ai pas les données en main. J'ai pas les données statistiques du terrain. Bien. Je sais pas combien de Guinéens se sont fait enrôler, combien il y a de nouveaux entrées. Alors justement, on va aller maintenant. Le directeur du département fichier. Vous savez juste qu'il y a des mineurs qui se sont fait enrôler. Je connais pas le nom. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune donnée. Donc pour prendre une décision sur la pertinence de rallonger ou pas, il fallait d'abord analyser les données sur le terrain. Donc on ne peut pas s'hasarder à prendre une décision, je ne sais pas, basée sur quoi, pour dire on ne rallonge pas. Il fallait d'abord dire pour telle raison. Voici les données sur le terrain, voici ce que nous avons reçu. Et pour ces raisons, nous allons rallonger. Mamadou Safatoun-Kara, donc directeur adjoint département fichier électoral à la commission électorale nationale. Notre invité ce matin, allez-y. Justement, vous savez, ce qui gêne dans cette situation, c'est par exemple ce propos que vous avez tenu sur Star 21 TV. Donc vous revenez à cette fameuse interview. Oui, cette interview, et ça ne date pas de longtemps. Hein. Je crois, il y a une semaine. Pas du tout. Au début des opérations, c'était le 4 décembre, je disais, je revenais de C'était au moins 6 jours après le début des opérations. Au moins 6 jours après le début des opérations. Et le journaliste vous posait la question. Même, 10 jours. Parce que les opérations ont été lancées le 26 novembre. Absolument, on lui était 10 jours. Exactement. Donc, c'était plutôt au 11e jour que vous avez pris la parole. On peut supposer cela. Et on vous interpellait sur les difficultés et les différents couacs qui avaient été relevés sur le processus électoral. Vous avez dit, mais je veux dire littéralement, vous-même, que depuis les 5 premiers jours, il y a eu des difficultés et des manquements qui ont été relevés. Mais tout ceci a été corrigé. Vous l'avez dit vous-même, tout ceci a été corrigé. Aujourd'hui, la question c'est comment en vient-on à une telle démarche des commissaires de la CENI si les problèmes relevés dès le départ ont été corrigés et que finalement tout le processus reprenait son cours normal. Je reviens sur ces problèmes que nous avons corrigés. C'était des problèmes de paramétrage des kits. Et il n'y avait pas que ça. Non, attendez, par exemple, sur les récipicés, vous avez dit... Non, vous l'avez dit. Non, les récipicés, nous avons fait une commande. Et que c'était réglé. Non, c'est-à-dire... Aujourd'hui, ça reste un problème. Non, attendez. Il faut qu'on soit très clair. Le problème de paramétrage des kits. Quand nous avons découvert le problème, nous avons fait venir des ingénieurs. Nous avons fait venir toute l'équipe de Novatrice et toute l'équipe de Miro avec nous pour trouver une solution. Une solution a été trouvée et nous avons envoyé des maintenanciers sur le terrain pour corriger. Sur la question maintenant de récépissé, c'est vrai que l'application de la R1 recommande que tous les électeurs passent devant la machine pour se maintenir dans la base de données. En ce moment, il fallait déjà prévoir 6 millions d'électeurs. Parce que 6 millions et quelques. D'accord? Donc, si 6 millions doivent revenir devant la machine, il fallait peut-être proposer 6 millions de récépissés déjà sur le terrain. À notre grande surprise, 3 millions ont été commandés. Livrés. Par qui? Par la CENI. Par la CENI. Oui. Par la CENI. Qui passe les commandes? Dont vous faites partie. Qui passe les commandes? C'est-à-dire sur 6 millions, vous avez commandé 3 millions. L'achat, c'est géré par qui? Non, j'aime bien cette façon de dire. Vous êtes au fichier électoral. Oui. C'est l'un des dysfonctionnements que je condamne. D'accord? Si des commandes doivent se faire de ce genre, soit vous impliquez le département fichier électoral, soit vous impliquez le département logistique. Comprenez? Et en plein air, vous déterminez le nombre de récépissés à commander. Mais à ma connaissance, la commande était déjà faite par le président de la CENI. D'accord? À ma connaissance. D'accord? Parce que moi, je n'ai pas fait la commande. C'est lui seul qui régente tout à la CENI. Les grandes gueules. C'est extraordinaire. Pourtant, il y a des démembrements, il y a quand même des responsabilités qui sont situées. Écoutez, nous allons situer les responsabilités. Voilà. Il faut d'abord relater les faits. C'est à travers ces faits que nous allons... Alors justement, allons maintenant aux faits. Nous, on a lu votre déclaration. On va essayer quand même de le décortiquer un peu ensemble. Vous parlez au premier point de l'accès aux résultats du dédoublonnage initial. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est sur cette question? Et aussi, surtout, sur l'autre question, quand même épineuse, de l'accès au site central, parce qu'on l'a remarqué dans la sortie du vice-président Banosso, lui-même va jusqu'à dire que c'est le président apparemment seul aujourd'hui qui détient tous les mots de passe. Qu'en est-il sur ces deux points? Dédoublonnage et la gestion de l'accès. La gestion, justement, l'accès au site central. D'abord, les kits qui sont partis sur le terrain sont partis préchargés avec la population électorale
sur les cartes SD. D'accord. On nous fait savoir que c'est la population globale de 6 millions et quelques. Vous comprenez? Mais les 6 millions sont issus de la migration et de la consolidation de 2 bases de données. La base de données de 2015 et la base de données de 2018. Vous savez que la base de données de 2018 n'avait pas les électeurs de l'étranger dedans. Et la base de données de 2018 n'était pas complète parce qu'elle a été utilisée pour les élections communales. Alors, quand Innovatrice est venue, Innovatrice a fait une consolidation de ces 2 bases de données. Après consolidation, ils nous font savoir qu'ils ont fait un dédoublonnage. D'accord. La logique aurait voulu qu'après un dédoublonnage, qu'on vous présente le résultat de ces travaux. Oui. Qu'on dise que dans telle base de données, il y avait tel nombre d'électeurs. Et de ce côté, il y avait tel nombre, on les a migrés, voici ce que nous avons obtenu comme résultat. Est-ce qu'on peut travailler sur cette base? Et ça, moi, département fichier électoral... Il n'y a jamais eu de compte rendu? Jamais. Je n'ai jamais eu ce dossier. J'ai jamais. Non, mais ce que vous dites est ahurissant quand même. C'est ahurissant. Comment vous travaillez avec c'est Djenab qui est votre directrice générale, qui est la directrice du fichier, Djenab. Écoutez. Comment vous travaillez avec elle? C'est-à-dire, ce n'est pas une question de personne. Non. Comment vous travaillez avec elle, par exemple? Je vous ai posé une question précise, parce que elle est directrice, vous êtes son adjoint. C'est vous qui êtes sur le travail. Comment vous collaborez? À ma connaissance. Comment vous collaborez? Ou bien elle fait cavalière seule, elle ne vous associe à rien. Madame Camara et moi, nous collaborons quand il s'agit des travaux au sein du département. D'accord. Et elle ne m'a jamais fait croire ou comprendre qu'elle est en possession des statistiques ou des résultats du dédoublonnage faits par Innovatrice. Je me souviens. Parce qu'on a appris qu'elle est aussi, elle est très démoralisée. Hein, franchement. On a appris comme ça dans les coulisses. Ça passe. Non, je l'ai appris dans les coulisses. Maintenant, moi, personnellement, attendez. Moi, personnellement, j'ai demandé à ce que j'ai accès à ces données. C'est-à-dire, je suis. On l'avait demandé en plénière. En plénière, oui. En plénière. En plénière, j'ai demandé. Donc avant le début de toutes ces opérations, vous avez demandé qu'on vous remette les résultats des dédoublonnages. J'ai demandé en plénière et j'ai demandé aussi au président de l'institution. Parce que voici le problème. Le problème, ce n'est pas une question de personne. C'est assez grave. C'est une question de fonctionnement des institutions régionales. Et moi, je ne peux pas permettre qu'au sein d'une institution, là où je suis technicien, je suis informaticien, je suis ingénieur, je dois avoir la main dans la pâte. Je ne peux pas passer toute la journée dans mon bureau à faire des rapports et des procédures. Je vais vous dire. Maintenant, l'accès au site. Je demande. Écoutez. Moi, je vais vous dire. Vous dites. Et l'accès au site. Oui, on y va. On y va sur les faits. Moi, je peux vous dire encore une fois que vous dites vous ne pouvez pas permettre, mais je pense que ça, vous avez laissé trop couler cette situation. Vous qui êtes responsable en partie du fichier électoral, on vous dit il y a eu consolidation, vous n'avez même pas accès à ce fichier pour pouvoir voir. On n'avait même pas à aller normalement à un recensement. On ne devait même pas y aller à un recensement sans ces résultats. Alors qu'en est-il du site? On m'apprend justement sur les opérations de dédoublonnage avec Innovatrix. On nous apprend, et vous allez nous dire ce qu'il en est si vous en savez quelque chose, que le logiciel mis à disposition par Innovatrix ne connaît même pas de différence entre visage de garçon, visage de femme. Il ne connaît pas de différence sur le faciès, bien sûr, mais également des informations peuvent être différentes sur 2 individus et que le logiciel peut aller jusqu'à vous dire, écoutez, il s'agit de la même personne. Et on nous apprend pire encore qu'il y a eu des remontées d'informations après le recensement à l'intérieur du pays, surtout pour l'intérieur du pays, des recensements sans aucun prélèvement d'empreintes biométriques. Et finalement, tout ça, on veut savoir ce qu'il en est. Est-ce que vous avez cette information et qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, si je rentre dans les explications des performances du logiciel, on ne s'en sortira pas. D'accord? C'est assez technique. Mais s'ils disent que le logiciel est assez performant. Ok. Mais je vous ai dit, écoutez, c'est vous qui l'avez supervisé? Non, il a certifié. C'est vous qui l'avez certifié. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, ça va. D'abord, comment on a obtenu le logiciel? Il y a toute une démarche. Mais vous seriez allé en South Korea pour l'acquérir. Non, ça, c'est pas le logiciel, ça, ce sont les kits. C'est différent. D'accord, c'est différent. Merci d'avoir cette information aussi. Les grandes gueules. C'est un policier. Le logiciel. Les kits, plutôt. Bon, d'ailleurs, le logiciel et les kits. D'abord, nous avons élaboré en commission les spécifications techniques du logiciel et des kits. Et nous les avons soumis aux entreprises. Les entreprises nous ont présenté un cahier
pour dire nous pouvons bien vous produire cet élément avec telle spécification. Nous l'avons validé. Sans rentrer dans les détails avec le logiciel du Novatek, moi je peux vous dire que c'est un logiciel très performant. Okay. Je le dis et je le réitère. Mais où est le problème? C'est au niveau des procédures administratives ou de la bonne foi des gens. Peut-être que je me suis trompé de jugement, comme vous le dites. J'ai certifié le logiciel. Mais est-ce que j'ai certifié son application sur le terrain? C'est-à-dire, moi, Safa Tounkara, dans mon bureau, quelle que soit la performance du logiciel, je ne peux pas empêcher monsieur Camara, devant un kit, d'enrôler un mineur avec un document falsifié. Je ne peux pas l'empêcher. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est après consolidation. Les grandes gueules. Analyser les données, tirer les cas de mineurs et les extirper de la base de données. Ça, je peux le faire. Et le logiciel me permet de faire un dédoublonnage. Leur machine de dédoublonnage, il suffit de se référer aux standards technologiques de NIST. Quel est-il de l'accès au site? Un bon logiciel. C'est un logiciel performant. Ouais. Mais l'usage en dit autrement. Prenons le cas. Je reviens aux irrégularités. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, personnellement, et les commissaires signataires? C'est d'aller vers des élections apaisées. Des élections transparentes et inclusives. Le logiciel est assez performant. Les kits sont assez performants. Mais sur le terrain, quand vous avez des chefs de quartier qui se permettent, de façon zélée, de dire à tel citoyen, toi tu as le droit de te faire enrôler ici, toi tu n'as pas le droit, où sommes-nous? Mais allons plus loin. Non, mais attendez, ça c'est la CENI. On Moi, parle on m'a interpellé. On m'a interpellé. On parle d'interférence, c'est important. Non, attendez. Ce que vous dites là, Les grandes c'est ce qui est gueules. relayé sur les réseaux sociaux par les non, politiques. attention, Mais techniquement, attention, vous avez reconnu attention. en amont qu'il n'y a pas eu d'enquête. Attendez. Vous n'avez pas mené d'enquête au sein mais de laissez-moi aller, laissez-moi aller. Pourquoi je le dis? Oui. Je suis revenu de ma mission à l'Abbé. On me fait savoir qu'il y a un problème à Mania, à Koya, tout près. On me dit, est-ce que tu peux faire un stop pour vérifier ce qui se passe? J'ai dit, il n'y a pas de problème. À mon retour, je m'arrête dans une KL qui est installée devant le domicile d'un chef de quartier. Ça, ce n'est pas ce que j'ai lu, mais c'est que moi-même j'ai constaté. J'arrive, il y avait déjà un agent de sécurité dans la KL qui se permettait de faire une liste. Alors, j'ai d'abord interpellé les membres de KR. Où sont les membres de KR dans cette localité? On me fait savoir l'opérateur de saisie est là, et le monsieur qui est là, ce n'est même pas un membre de KR. Et le gars de la sécurité, il bloque tout le monde. Il a une liste, il appelle tel, tu passes, tel, tu passes. J'ai dit, il n'en est pas question. Monsieur de la sécurité, vous pouvez intervenir que si la CENI demande votre appui. C'est en ce moment que vous pouvez intervenir. Mais vous-même, vous ne pouvez pas prendre la décision de vous-même de venir gérer la KR. Ça ne se fait pas. Les grandes Il y a eu des gueules. conflits. Le chef de quartier a ordonné à ce qu'on arrête 2 ou 3 gars qui accusent de vouloir perturber la KR. Donc ça, c'est l'ingérence au niveau administratif. Si vous allez dans des villes tout entières, par exemple même la CEPI de Koya ici, le préfet a eu des difficultés avec un groupe de jeunes. Nous sommes partis jusqu'à la CEPI de Koya pour essayer de résoudre le problème. Mais après, c'est le président de CEPI lui-même qui envoie une décision de réaffectation des membres de KR au président de la CENI. C'est-à-dire en violation de toute la procédure hiérarchique. Nous nous sommes dit non, il n'est pas question. Un président de CEPI ne peut pas décider de réaffecter les membres de KR sans autorisation préalable de la Les CENI grandes centrale, gueules. ou voire même du département de démembrement. Donc, ce sont des irrégularités que nous avons enregistrées un peu partout. C'est pourquoi nous disons il est temps de faire un stop, d'analyser les données, de revoir la procédure, de voir ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas bien fait sur le terrain et de prendre une décision. Parce que notre objectif, une fois encore, c'est doter la Guinée d'un fichier électoral assez Les grandes gueules. le consensus au niveau des acteurs du processus électoral. En définitive, vous êtes là pour dire ce matin que tout ce qui a été fait concourt vers un fichier totalement corrompu en faveur du parti au pouvoir, donc du RPG arc-en-ciel, pour un hold-up électoral le 16 février. Je vous dis que le fichier électoral en gestation ne peut aboutir qu'à une catastrophe à partir du moment qu'il ne représente pas le corps électoral guinéen. Il y a des Guinéens qui ne sont pas dans la base de données aujourd'hui,
qui ne se sont pas fait enrôler alors qu'ils ont le droit d'y être. Il y a des Guinéens qui se sont fait enrôler de façon illégale. Si vous prenez un mineur qui se fait enrôler dans une base de données, c'est de façon illégale. Je ne peux pas l'admettre en tant que responsable du département fichier. Voilà. Il est de ma responsabilité de dénoncer. Et vous mettez tout ça sur la tête d'une seule personne, en l'occurrence le président de la CENI, le président Mekele. Vous dénoncez les abus, les pouvoirs excessifs qu'il aurait au compte de la CENI durant cette opération. Vous mettez tout sur son compte. Pouvoir octroyé par la loi ou par votre plénière. Attention, une fois encore, je ne veux pas que ce soit un débat de personnes. Mais vous l'avez dit. C'est un débat vous avez dénoncé les pouvoirs. Vous avez dénoncé les pouvoirs du président de la loi. C'est vrai que la loi donne au président de la CENI des pouvoirs exceptionnels. D'accord? Il est l'ordinateur du budget, etc. Mais au-dessus du président, il y a la plénière. C'est l'instance décisionnelle. Le bureau exécutif n'est là que pour la mise en œuvre des décisions prises lors des plénière. Mais il n'a pas géré tout ce processus seul quand même, M. Touba. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je pose une question. Voilà, d'accord, justement. Mais j'ai dit, il a pris des décisions solitaires des fois qui engagent toute l'institution. Lesquelles, par exemple? Apparemment, c'est pas le seul. Lesquelles? C'est pas de décisions graves. Apparemment, c'est la décision lors de la conférence de presse de dire on ne prolonge pas. Sur quelle base? Mais il y avait sur la base il a respecté le délai. Non, écoutez. Vous aviez convenu d'une date. On a convenu d'une date. D'abord, moi, une fois encore, je suis dans l'objectif de bien faire le travail. D'accord, mais il y a la loi. La loi bien faire le travail. Est-ce que c'est le seul qui prend des décisions solitaires? Parce qu'au moment où vous nous parlez, il y a quand même la plainte de votre responsable, Madame Camara, contre vous, qui vous accuse, et c'est un courrier adressé au président de la CENI, qui vous accuse de prendre des décisions unilatérales, et pour rappeler son expression, elle dit que vous n'en faites qu'à votre tête, elle n'est jamais associée, elle qui est la responsable. Est-ce que de là ne découle pas aussi la situation de ce fichier électoral que vous dites devoir vous conduire vers une catastrophe? Madame Camara et moi, nous avons deux méthodes de travail assez différentes. Là, je dois vous l'avouer. Donc il y a un conflit. Je ne dirais pas un conflit. Bon, peut-être nous sommes de la même génération quand même. Hein? Il y a une différence dans la méthodologie de travail. Mais une fois encore, je ne souhaite pas que ce soit les débats. Oui, mais vous faites le président de la CENI d'avoir pris des décisions unilatérales. Votre directrice vous fait le même reproche. Donc, ça veut que au sein de la CENI, c'est la même chose. Hein? Non, écoutez. Il y a la directrice et le directeur adjoint. Quand les départements ont été installés, il était question de dire que vous n'êtes pas dans une situation de subordination. Vous travaillez en équipe. D'accord? Et je défie Madame Camara, ou quiconque vous a envoyé ce document, de noter une seule décision prise de façon unilatérale sans l'approbation du président ou sans consultation en plénière. Je vous mets en défi. Bien. D'accord. Un mot de la question des récépissés. C'est une question qui a beaucoup été au cœur de ce processus d'enrôlement. On nous a parlé de rupture de stock de récépissés. Ensuite, par la suite, une commande a été faite, une commande de 60 000 récépissés si je m'abuse. Mais hier, j'entendais dire que dans certaines zones vers 36, que des récépissés étaient même revendus. Il y a le cas de personnes qui se sont fait enrôler et qui n'ont pas reçu les récépissés après enrôlement. Comment vous expliquez cette situation concernant la question des récépissés? Et puis ces gens qui sont quand même déclarés morts, alors qu'ils sont vivants et se sont rendus quand même dans leur carrière. Voici deux situations. Parce que moi, là, je ne comprends pas du tout. Je commence par le problème de récépissés sur le terrain. Vous savez, pas plus tard qu'avant-hier, moi j'ai découvert sur le terrain qu'il y avait des citoyens qui avaient déjà des récépissés en main avant de venir devant la machine. Ils avaient déjà des récépissés en main. Donc, on se pose des questions. Comment ils ont eu ces récépissés avant même de se présenter devant la machine? Est-ce qu'il y a eu une distribution préalable avant l'opération? Ou bien, qui avait ces récépissés pour les partager ou les garder à son niveau? Bien. Ça, c'est assez grave, comme vous le dites. Mais maintenant, au niveau des récépissés, dès qu'il y a eu rupture, il y a eu des commandes. D'accord? Il y a eu des commandes, 3 millions et 2 millions, donc 5 millions. On ne doit pas être en rupture, normalement. Maintenant, il s'avère aussi qu'il y a des chefs de quartier ou des chefs de secteur qui
se permettait de vendre des attestations, des formulaires à des citoyens à 10 000 à 20 000. Alors, dernière question, parce qu'on n'est plus par le temps. Est-ce que vous concluez pour dire que tous les problèmes que vous avez dénombrés, que vous avez indexés, toutes ces irrégularités que vous avez dénoncées dans votre déclaration, vous êtes à même de dire que ces irrégularités se sont concentrées que sur des zones favorables à l'opposition et qu'elles n'ont pas concerné les fiefs du parti présidentiel? Est-ce que vous pouvez l'attester? À cette question, je vais essayer de répondre à celle posée par mon ami. Parce que le cas des décédés. Nous avons eu certains chiffres dans le traitement des données des cas de décédés. Et ces chiffres, moi personnellement, je n'arrivais pas à les comprendre. Parce que vous avez des régions entières, là où les gens ont fait un boulot exceptionnel. Ils ont bien rempli les formulaires, les certificats de décès, ils ont bien rempli leur fiche d'identification individuelle. Tous ces documents ont été traités sans anomalie. Mais dans d'autres régions, vous vous retrouvez avec des districts entiers, là où l'ensemble des documents traités étaient des anomalies. C'est comme si au préalable, il y avait eu des consignes ou bien, c'est-à-dire une entente de ne pas déclarer les morts. Vous voyez? C'est-à-dire ça, c'est une façon de souiller même le fichier électoral. Parce qu'on ne pourra pas retirer un individu de la base de données si la fiche d'identification n'est pas bien remplie et accompagnée d'un certificat de décès. Donc on ne peut pas, parce que la loi ne le permet pas. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est une défaillance une fois encore procédurale, mais aussi c'est une question qu'il faut poser aux législateurs. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, M. Tounkara, d'être passé dans cette émission. On est pris par le temps, malheureusement, je dois rendre l'antenne. Demain, on reviendra, n'en déplaise, voilà, à cette affaire du côté de la Société Générale, évidemment, cette enquête de Moussa Mouissi. Là, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Dans un instant, c'est Fatoumata Diané qui vous retrouvez pour le 20h. Et pourquoi pas, une interview exclusive, évidemment, ce qu'on n'a pas débattu dans cette émission au niveau de la télé. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé l'émission côté radio et du côté de la régie à la télé. Merci à Lassane Diallo, l'homme de nuit, à notre ami Mafata Sano et à toute l'équipe. Demain, on se retrouve évidemment pour la dernière, en tout cas pour cette saison, pour cette année 2019, en tout cas pour mon compte. Prenez soin de vous. À demain.